Alors, bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors, après avoir vu la physiologie de la coagulation, les facteurs, les inhibiteurs physiologiques de la coagulation, pendant cette séance, on va voir l'exploration de la coagulation. D'accord? Alors, comme l'hémostase primaire, l'exploration, toujours, il commence par un interrogatoire, un examen clinique pour orienter, je dirais, notre bilan biologique d'exploration de la coagulation. Puis après, on va aborder à faire un prélèvement. Alors, on va faire un prélèvement et normalement, on réalise les tests de la coagulation dans un prélèvement sur tube citraté. C'est le tube qui a un bouchon bleu. Et pour réaliser les tests de la coagulation, on prépare ce qu'on appelle un plasma pauvre en plaquettes. D'accord? Alors, sur ce plasma pauvre en plaquettes, PPP, sur ce plasma qu'on va réaliser les bilans de la coagulation. Sachez qu'il y a des bilans de première intention ou de routine et qui sont ce qu'on appelle le temps de Quick qui est exprimé en TP, on a le TCA et on a le fibrinogène. On a ces trois tests, ce sont des tests de coagulation de première intention. Et si jamais on a une anomalie, on suspecte qu'on doit pousser dans notre exploration de la coagulation, on réalise des tests de deuxième intention et surtout ce sont des tests de dosage de l'activité spécifique d'un facteur de la coagulation. Alors s'il vous plaît, avant d'aborder ou expliquer, détailler ces explorations, il faut faire une différence, une distinction entre la façon avec laquelle on aura l'activation de la coagulation in vivo et celle qu'on utilise nous au laboratoire pour réaliser les tests de la coagulation. Autrement dit, les voies d'activation de la coagulation qu'on utilise au laboratoire sont différents, les concepts sont différents de celles qu'on a vues in vivo. In vivo, nous avons vu ces niveaux de stade de la coagulation, l'initiation, l'amplification, la propagation, fibrinoformation. On a un système qui est dynamique. Bon, et même au cours de cette coagulation, on a recours à des cellules, d'accord? Mais dans in vivo, dans le tube, on met des réactifs. On met des réactifs et le contact de ces réactifs avec la coagulation, il va orienter la coagulation vers une voie. C'est pour ça, vous allez entendre ces descriptions de la coagulation intrinsèque, la coagulation extrinsèque. Ces descriptions, c'est dans le tube, c'est pas in vivo. In vivo, c'est les étapes qu'on a vues et la cascade de la coagulation qu'on a détaillée dans la physiologie. Mais dans les tubes, en fait, on utilise des réactifs qui vont orienter la coagulation vers un sens. D'accord? Et autre chose, c'est qu'on a déjà évoqué la question des facteurs de phase contact. Alors, les facteurs de phase contact, surtout le 12, la précalicréine, qui est une gène de poids moléculaire, et même on ajoute le facteur 11. Pourquoi on dit contact? Parce que ces facteurs, ils ont la particularité de s'activer en contact d'une surface chargée négativement. Et on a dit que pour les trois facteurs de la coagulation de cette phase, à savoir le 12, la précalicrine et kininogen de haut point moléculaire, le rôle exact, d'une façon très claire, comment ils interagissent dans la cascade de la coagulation, la question elle est toujours ouverte. Certainement, ils ont un rôle, voire même, c'est grâce à ces facteurs qu'on a une liaison de l'hémostase avec d'autres processus physiologiques, à savoir le système complément, l'inflammation, la réponse innée, voire même ils ont un rôle dans la fibrinolyse. Mais
on n'a pas encore arrivé à définir je dirais, les mécanismes par lesquels ces facteurs agissent dans la cascade de la coagulation. Mais in vivo, on utilise ces facteurs de phase contact pour activer la coagulation et c'est grâce à l'activation de ces facteurs sur une surface chargée négativement, ce qu'on appelle un activateur, on démarre la coagulation et ce qu'on utilise dans l'exploration qui est le temps de céphaline plus activateur, et par ce moyen on explore pas mal de facteurs de coagulation. Bref, il faut faire une distinction entre l'activation de la coagulation qu'on utilise nous les biologistes au laboratoire, comment on active la coagulation pour étudier la coagulation, pour étudier les facteurs de coagulation, et la coagulation physiologique in vitro. Il faut faire cette distinction et il faut bien sûr comprendre la particularité de chaque contexte, le contexte in vitro et le contexte in vivo. Alors, on va commencer par la première exploration qui s'appelle le temps de Quick, de Monsieur Quick. Alors, c'est quoi le temps de Quick? Alors, le temps de Quick, c'est une exploration de la coagulation. On réalise cette mesure de ce temps sur un plasma pauvre en plaquettes et il est défini comme suit. C'est un temps de coagulation d'un plasma pauvre en plaquettes à 37 degrés Celsius recalcifié en présence d'un excès de thromboplastie. On va détailler là cette définition. Alors, c'est un temps de coagulation, c'est-à-dire, je vais préparer mon plasma, ça c'est mon plasma, P, c'est-à-dire pauvre en plaquettes, on fait un prélèvement sanguin sur un tube citraté, puis après on va centrifuger ce tube dans une centrifugeuse, puis après on va, et bien sûr avec pendant un certain temps et avec une certaine vitesse pour préparer un plasma pauvre en plaquettes. On doit avoir le minimum de plaquettes dans ce plasma. C'est sur normalement, on doit avoir cette qualité de plasma, pauvre en plaquettes. Et en fait, on réalise un test de coagulation. Maintenant, on parle de le temps de Quick. Lorsque j'ajoute le réactif de temps de Quick, en fait, je reçois à la fin de ce test un caillou dans le tube. C'est-à-dire, j'ai activé la coagulation dans le plasma. Alors, temps de Quick, c'est le temps de coagulation, c'est-à-dire je vais mesurer par un chronomètre le temps nécessaire pour avoir la coagulation après l'ajout de mon réactif. D'un plasma pauvre en plaquettes, toujours pour définir la qualité de plasma, il doit être pauvre en plaquettes, plasma pauvre en plaquettes, à 37 degrés Celsius. Pourquoi? Je précise la température parce que, comme vous le savez, la cascade de la coagulation, en fait, c'est une cascade de réactions enzymatiques. Et dans les réactions enzymatiques, ça nécessite des conditions optimales, physico-chimiques de ces réactions. Et parmi ces conditions, on doit avoir une température à 37 degrés Celsius. D'accord? C'est un temps de coagulation d'un plasma pauvre en plaquettes en 37 degrés Celsius, recalcifié après l'ajout d'un excès de la thromboplastie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon plasma, il est privé du calcium. Vous savez pourquoi? Parce que ce plasma, il est citraté et le citrate, il fixe le calcium qui existe dans mon prélèvement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas dans le tube la coagulation, parce que le citrate et la chélaté le calcium, et par conséquent, on n'aura pas la progression de la coagulation. Et on sait bien que le calcium, c'est un élément indispensable à la coagulation, n'est-ce pas? Recalcifié, c'est-à-dire dans mon réactif, il existe le calcium. Alors, c'est un temps de coagulation de quoi? D'un plasma pauvre en plaquettes. Dans quelles conditions? À 37 degrés Celsius.
on va la recalcifier en présence d'un excès de la thromboplastine ou recalcifiée par la thromboplastine calcique. Et c'est quoi la thromboplastine? En fait, la thromboplastine calcique, ça veut dire il contient le calcium et comme ça on va on va ajouter au plasma le calcium. Et c'est quoi la thromboplasine? En fait, la thromboplasine, c'est le nom commercial de réactif composé de quoi? Composé, c'est un réactif, ça, le facteur tessulaire. Mon réactif, c'est le facteur tessulaire qu'on peut le fabriquer d'une façon industrielle et on le prépare comme un réactif. Et aussi, il contient les phospholipides. Les phospholipides. Alors, c'est-à-dire, c'est simple, je prépare mon plasma pauvre en plaquettes et j'ajoute en excès. Pourquoi je dis en excès? Parce que ce sont des conditions de concentration de réactifs. Le volume, on doit avoir, si je prends par exemple 100 microlitres de plasma pauvre en plaquettes, normalement je vais ajouter un excès de thromboplasine, c'est-à-dire je vais ajouter par exemple, ce qu'on fait en pratique, j'ajoute 200 microlitres pour avoir les conditions de réalisation de ce test. Le réactif, la thromboplasine doit être en excès, c'est-à-dire le double du volume de plasma. D'accord? Et voilà, on a décortiqué, on a analysé ce test. C'est un temps de coagulation. Je vais mesurer le temps nécessaire pour avoir la coagulation d'un plasma pauvre en plaquettes après l'ajout de ce réactif, la thromboplasine calcique, qui contient le calcium, le facteur tessulaire et les phospholipides. D'accord? Alors, comment on peut obtenir, c'est-à-dire après ce temps, après le temps de Quick, c'est le temps pour avoir le caillou. Alors, quelle sera la voie d'activation ou la cascade d'activation des facteurs de coagulation dans les conditions pour réaliser le temps de Quick? Alors, une fois je vais ajouter la thromboplasine calcique en excès à mon plasma pauvre en plaquettes, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'activation de la coagulation dans ce sens. En fait, j'aurai l'activation du facteur 7. Et le 7, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, l'activation, il va activer le 10. Le 10 en présence de son cofacteur, le facteur 5, ils vont activer le facteur 2 et le 2, il va transformer le fibrinogène, qui est le facteur 1 de la coagulation, en fébrine. Et c'est la fébrine, c'est le caillou, c'est le reflet de la formation de la fébrine. Autrement dit, c'est que le temps de Quick, il explore le 7, le 10, le 5, le 2 et le fibrinogène. Il explore 5 facteurs de la coagulation. Le fibrinogène, le facteur 2, le facteur 10, le cofacteur 5 et le facteur 7. Alors, cette voie, le temps de Quick, il utilise ce qu'on appelle la voie exogène de la coagulation in vitro. Il s'appelle voie exogène, ou même on a un autre nom, c'est extrinsèque. D'accord. Et le temps, c'est en fait, une fois j'ajoute, c'est ça le temps de Quick. D'accord? Alors, le temps de Quick. Alors maintenant, une fois je vais réaliser ce temps, normalement, je dois présenter ces résultats. Puisque c'est un temps, on peut exprimer, on donne les résultats en secondes, c'est-à-dire le temps de Quick, il est exprimé en secondes. Et normalement, un plasma normal, généralement, il a un temps de Quick qui varie entre 11 et 13 secondes. C'est variable, mais bon,
c'est l'entourage de ces valeurs, 11 secondes, 13 secondes. Mais en fait, normalement, en pratique, on rend les résultats de temps de quick n'est pas en secondes de temps de quick, mais on l'exprime en pourcentage de TP. Et qu'est-ce que ça veut dire TP? Le TP, c'est en taux de prothrombine. Alors, et comment on aura là la correspondance entre les valeurs en secondes de temps de quick avec les pourcentages de TP, le taux de prothrombine? En fait, nous au laboratoire, si on travaille manuellement, pour avoir ces valeurs de pourcentage de TP, on réalise ce qu'on appelle une courbe qui s'appelle la courbe de Thievold, comme ça. Ici, on a le temps de quick. Alors, qu'est-ce qu'on fait réellement? C'est qu'on prend un plasma normal, on appelle un plasma normal qui correspond à un plasma qui correspond à des valeurs de TP à 100%. Ici, plasma égale à 100%, plasma 1. Et même on parle d'un calibrant de plasma. On utilise même aussi ce terme-ci, un calibrant de plasma. Et à partir de ce plasma, en fait, on réalise des dilutions, de telle sorte, par exemple, de préparer 70%, de 50% de dilution et qui correspond à 70% de TP, 20%, comme ça. Titre d'exemple, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle ça sont des calibrants de plasma et chaque plasma, et on connaît, on prépare, en fait on peut préparer ça dans le laboratoire, mais on pratique nous au laboratoire parce qu'on travaille ça, c'est pas manuellement, on travaille sur automate. En fait le fournisseur nous donne des calibrants de plasma et pour chaque plasma calibrant, on a une valeur de TP. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque plasma qu'on connaît sa valeur en TP, on réalise un temps de quick. Alors, par exemple, et normalement, plus on a une diminution, plus en descendant les TP, en fait, TP, c'est la diminution de TP reflète une dilution en facteur de coagulation, et c'est normal si on a avec la dilution ou la diminution de TP, on aura moins de facteurs de coagulation. Parmi ces facteurs de coagulation, bien sûr, on aura des conséquences sur les facteurs qui sont explorés par cette voie. On aura le temps de coagulation, il s'allonge parce que la quantité de ces facteurs, il diminue avec la dilution. Et c'est normal que le plasma préparé après ces dilutions de plasma, on aura un allongement de temps de quick. Le plasma, il va avoir ou il va demander assez de temps pour avoir la coagulation. Et c'est normal, c'est que avec la diminution du taux de TP qui est dans le sens de dilution, on aura un allongement de TP. Plus on descend dans les TP, regardez, on a la diminution de TP, et ici c'est le sens de dilution, on aura le temps, il augmente. Et si jamais on veut réaliser ce temps de quick pour un malade, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Après calcul ou mesure pour chaque calibrant de plasma, on réalise un temps de quick, on trace bien sûr cette courbe, cette droite en fait. Et si on veut réaliser un temps de quick d'un malade, d'un plasma malade, normalement on réalise par exemple, le temps de quick, puis après on fait l'intersection avec la courbe et on extrapole dans l'axe de TP et on déduit la valeur de TP. Par exemple, ça c'est entre 70 et 50%, par exemple, peut être cette valeur, c'est 60%.
Et normalement, en pratique, on donne les résultats de temps de Quick en pourcentage de TP. Les valeurs physiologiques, c'est de TP, c'est entre 70 et 100%. Et comme j'ai dit, un TP qui est bas reflète un problème au niveau de ces cinq facteurs de coagulation. Le facteur 7, 10, 5, 2 et le fibrinogène. Plus on a le TP, il descend, plus on a un contexte de hypocoagulation et par conséquent, c'est un contexte qui prédispose à l'hémorragie. En fait, surtout, on s'intéresse à la diminution, en pratique clinique, on s'intéresse à explorer la diminution du TP parce qu'il reflète un défaut, une diminution des facteurs de coagulation explorés par cette voie qui sont le 7, le 10, le 5, le 2 et le fibrinogène. Et normalement, si on a le TP bas, normalement on a une diminution de ces facteurs explorés par la voie et c'est un contexte de hypocoagulabilité qui prédispose à l'hémorragie. Et comme vous savez que cette voie, puisqu'il explore ces 5 facteurs de coagulation, on a 3 de ces facteurs, ils sont vitamine K dépendants. On a ça, le facteur 7, il est vitamine K dépendant. On a le facteur 10, c'est vitamine K dépendant. Et le facteur 2, c'est vitamine K dépendant. Et on peut comprendre lorsqu'on a une carence en vitamine K, on aura des conséquences sur la production de ces facteurs et par conséquent, le temps de coagulation, le temps de Quick va être allongé qui va correspondre à des valeurs basses du TP. D'accord? Et c'est toujours dans le même contexte en relation avec ces facteurs vitamine K dépendants. Dans la pratique clinique, lorsqu'on a une thrombose, surtout les thromboses veineuses, par exemple thrombose veineuse profonde ou voire une embolie pulmonaire, alors on donne un traitement, un anticoagulant oral qui est les AVK. Et c'est quoi ces médicaments? Leur action pharmacodynamique, les AVK, antivitamine K, ils inhibent la synthèse des facteurs de coagulation vitamine K dépendants. C'est-à-dire, ils inhibent la coagulation, la synthèse de formes actives fonctionnelles qu'on a déjà évoquées dans la partie pratique, théorique, physiologie de la coagulation. Ils inhibent la carboxylation des facteurs vitamine K dépendants et par conséquent, on aura une production de protéines vitamine K, des protéines non fonctionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas subi la carboxylation puisqu'on a donné ce médicament. C'est-à-dire on aura des conséquences sur le 2, sur le 10 et sur le 5. Alors, ce médicament, il a une particularité, c'est que la fourchette thérapeutique, elle est très minime. C'est-à-dire la différence entre pour avoir la dose thérapeutique et la dose toxique, elle est très minime. C'est pour ça, normalement, on doit le surveiller. On doit surveiller ce traitement qui est l'AVK pour ne pas tomber, pour adapter la posologie. Si on est, parce qu'on va réaliser, on surveille l'AVK par la réalisation de ce TP, de ce temps de Quick, mais on donne les résultats avec une certaine particularité qu'on va voir. C'est que pour le traitement de l'AVK, on ne doit pas avoir un contexte de sous-dosage et par conséquent on sera inefficace devant cette thrombose. Et on ne doit pas dépasser la dose, on aura le contexte de surdosage et le surdosage, ça prédispose à l'hémorragie. D'accord? Alors c'est pour cette raison, on surveille le traitement pour voir qu'on est toujours efficace sur le plan thérapeutique et sur le plan dose. Mais on suit ce traitement par le temps de Quick. Alors,
le temps de Quick, normalement, c'est une façon de suivre, c'est un outil biologique pour suivre les AVK en général. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté la chose suivante, c'est que le même patient, le même prélèvement de patient, si on réalise un temps de Quick chez par exemple le laboratoire de CHU, le même prélèvement, on va donner le même prélèvement à un autre laboratoire. Alors, les deux laboratoires n'auront pas le même résultat de temps de Quick ou de TP. C'est-à-dire, au cours du traitement de l'AVK, on a une variabilité des valeurs de temps de Quick. C'est-à-dire, et pourquoi on a cette variabilité entre les laboratoires? C'est qu'on a constaté que pourquoi? Parce que les laboratoires, ils utilisent des marques différentes de réactifs de la thromboplasine calcique. C'est pour ça, normalement, on a pensé à rendre les résultats de temps de Quick lorsque le patient il est sous AVK. On doit rendre les résultats de temps de Quick. En plus de temps de Quick et TP, on doit rendre une valeur d'un paramètre qui s'appelle INR. L'INR, c'est un paramètre pour le suivi biologique des AVK en général. C'est un paramètre qui n'est pas mesuré, mais il est calculé. L'INR, c'est un rapport de temps de Quick malade sur le temps de Quick témoin, c'est-à-dire le temps de Quick témoin, c'est un plasma normal de notre laboratoire. Chaque laboratoire, normalement, dans l'hémostase, il doit préparer ce qu'on appelle son plasma témoin. Plasma témoin, d'une façon simple, c'est un plasma normal. C'est un plasma anormal. Alors, l'INR, c'est temps de Quick. C'est un rapport, c'est un calcul de temps de Quick malade, de notre malade, sur le temps de Quick témoin. Le rapport, le tout à la puissance EASI. Et EASI, c'est quoi? C'est un indice, l'indice de sensibilité internationale. L'EASI, c'est un paramètre qui caractérise la marque de la thromboplasine utilisée par le laboratoire. Et par conséquent, normalement, on doit, même si, on n'aura plus ce problème de variabilité des résultats de temps de Quick entre les laboratoires parce qu'ils utilisent des thromboplastines calciques différentes, de marques différentes. Grâce à l'INR, on a pu standardiser l'interprétation des résultats de temps de Quick lorsque le patient est sous AVK. En fait, et même nous, dans la pratique, lorsqu'on instaure un traitement par les AVK, on fixe des fourchettes cibles thérapeutiques qu'on doit toujours vérifier est-ce que la valeur de linéaire il est inclus dans ces fourchettes ou cibles ou non. Et en fonction du contexte, on a des cibles différentes et généralement, la fourchette thérapeutique qu'on vise ou qu'on vise par le traitement des AVK, c'est avoir des INR entre 2 et 3 pour dire qu'on est efficace. Mais je peux vous ajouter un autre paramètre utilisé aussi pour la surveillance biologique de l'INR, ce paramètre il s'appelle le TTR. Le TTR ou Time Therapeutic Range, c'est en fait, on peut le traduire, c'est le temps passé de l'INR dans la fourchette thérapeutique. C'est le temps passé de l'INR passé dans la fourchette thérapeutique. C'est quoi ça? C'est en fait, si l'INR, il nous donne une idée à un instant fixe. Le TTR, en fait, il reflète la cinétique des valeurs de l'INR dans une durée de temps. Par exemple, alors c'est un paramètre en fait, il est calculé. Alors aussi c'est un rapport. Rapport de quoi? C'est en fait c'est le cumul de jours de l'INR
passer dans la fourchette thérapeutique sur une période de traitement. Généralement, c'est entre 4 et 6 mois. C'est-à-dire on va voir dans cette durée de traitement, 4 à 6 mois par exemple, combien de jours le patient ou l'INR du patient était dans sa fourchette cible thérapeutique. Et normalement, ce rapport doit être supérieur à 70%. C'est-à-dire, dans 100 jours, l'INR était dans sa fourchette thérapeutique pendant 70 jours et c'est un paramètre qui reflète la maîtrise de ce médicament. Et en fait, lui, bon, il donne une idée sur une longue durée. Bref, l'INR et le TTR, ce sont des moyens de suivi biologique de l'AVK et en fait on les calcule après avoir réalisé ce temps de Quick, la première exploration de la coagulation qu'on appelle qu'il explore la coagulation in vitro par ce qu'on appelle la voie exogène. Et lorsqu'on dit voie exogène, c'est la voie de coagulation in vitro qui explore le 7, le 10, le 5, le 2 et le fibrinogène. D'accord? Alors ça, c'est la première exploration. Il se passe en un seul temps, c'est-à-dire je mélange, je prépare mon plasma, je prends un échantillon et j'ajoute l'excès de thromboplasine et je démarre mon chronomètre pour, une fois je visualise, je vois que dans le tube il y a le caillou, j'arrête et après, on a la lecture de temps de coagulation. Alors, grosso modo, et on peut l'exprimer en secondes, on l'exprime en pourcentage de TP grâce à cette courbe de Tivol qui, à partir des valeurs de temps de Quick, on déduit les valeurs de TP. Normalement, les valeurs de TP doivent être entre 70 et 100%. Et bien sûr, dans le cas où le patient est sous AVK, normalement on rend les résultats avec l'INR parce que le suivi de ce traitement normalement toujours il vise des valeurs cibles par l'INR, mais aussi on peut calculer ce qu'on appelle le TTR, le temps passé dans la fourchette thérapeutique de l'INR pour le suivi des AVK en général. Ça, c'est le temps de Quick. Alors, deuxième exploration de la coagulation, ça s'appelle c'est le temps de céphaline plus activateur. C'est le TCA. C'est le temps de céphaline plus l'activateur. Alors, au cours de cette exploration, on utilise la voie, on appelle ça la voie endogène ou intrinsèque de la coagulation in vitro. Alors, cette voie, elle profite de la particularité des facteurs de phase contact. Et à partir de l'activation de ces facteurs, on aura la progression de la coagulation. C'est-à-dire, on va activer les facteurs de phase contact, puis après, on va démarrer, on va laisser la progression de la coagulation pour avoir le caillou dans le tube. Alors, cette voie, il se passe en deux temps. En fait, il se passe en deux temps. Alors, le premier temps, c'est que alors, on prend un volume de plasma sur lequel on va ajouter la céphaline plus activateur. Céphaline, ça veut dire les phospholipides et l'activateur, c'est un réactif. L'activateur, en général, c'est une surface. En fait, c'est un réactif, c'est une surface chargée négativement. Dans la pratique du laboratoire de biologie, il existe plusieurs types d'activateurs de cette voie de coagulation, le TCA. Alors, il existe par exemple, on peut utiliser la silice, on peut utiliser l'acide éllagique, on peut utiliser
le kaolin, tout ça, ce sont des surfaces chargées négativement sur lesquelles on va avoir l'activation des facteurs de phase contact. Alors, lorsque dans la manip on utilise l'activateur qui est le kaolin c'est le nom du réactif, alors l'exploration, il va s'appeler le TCK. Le K, c'est pour dire kaolin, pour dire qu'on a utilisé l'activateur, c'est le kaolin. Mais le nom général, c'est TCA, ça veut dire temps de céphaline plus activateur. Et dans sa définition, c'est quoi? C'est un temps de coagulation, c'est-à-dire toujours on a recours au chronomètre, on va mesurer un temps de coagulation pour avoir la coagulation de plasma pauvre en plaquettes en présence de céphaline et de activateur. Comme j'ai dit que, c'est-à-dire on va mesurer un temps de coagulation après avoir mis le plasma en contact avec un activateur. Il se passe en deux temps. Le premier temps, c'est qu'on va prendre un volume de plasma et on va mélanger avec un réactif composé de céphaline qui sont des phospholipides plus un activateur. Alors, l'activateur, on peut l'assimiler à une surface chargée négativement sur laquelle ces facteurs ils vont se mettre en contact et ils vont s'activer. Alors, on a dit pour les facteurs de phase contact, ils sont 4. Alors, une fois je mélange mon plasma avec le réactif qui contient l'activateur plus la céphaline, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est qu'à la surface de cet activateur, le facteur 12 à la surface de cet activateur, il va s'activer d'une façon autonome. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, le facteur 12, il active la précalécrine qui est en liaison avec son cofacteur, le kininogène de haut poids moléculaire. L'action de facteur 12 sur la précalécrine, il l'active en donnant ce qu'on appelle la calécréine. La calécréine, c'est une enzyme. Qu'est-ce qu'il va faire, la calécréine? En fait, il peut activer d'autres molécules non actives du facteur 12. En fait, ici, on a un boucle d'activation de facteur 12 par la calécréine. D'accord? Et après, le facteur 12, en plus de l'activation de la précalécrine, il active le facteur 11. Et en fait, dans cette étape, la première étape, c'est une étape, on appelle ça d'incubation, qu'on laisse le plasma avec ce mélange de réactifs d'activateurs plus les phospholipides, on laisse incuber pendant 3 minutes. Et pendant ce temps, puisqu'on a ces voies d'activation entre le 12 précalécrine et le 12 avec le 11, avec le temps, on aura un cumul de facteurs 11 activés. Mais est-ce qu'on peut avoir la prolongation de la coagulation pour aboutir à un caillou dans le tube? Non, pas encore. Parce que le plasma, il lui manque un élément indispensable de la coagulation. Cet élément, on l'ajoute après le temps d'incubation. Généralement, on laisse incuber le plasma avec l'activateur et les phospholipides pendant 3 minutes. Après ce temps, on ajoute le calcium. Une fois j'ajoute le calcium, j'aurai la propagation de la cascade de la coagulation. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le 9? Le 9, il va activer le facteur 9. Et en présence de son cofacteur, le facteur 8 activé, ce complexe, il va activer le facteur 10. Et le 10, en présence du 5 activé, il va activer le 2. Et le 2, il va transformer le fibrinogène en fibrine, traduit par l'apparition du caillou dans le tube. Et moi,
à quel moment je vais commencer mon chronomètre? C'est dans le début de la deuxième étape, c'est-à-dire avec l'ajout du calcium, je commence mon chronomètre pour, à la fin, une fois j'aurai le caillou, j'arrête et je mesure le temps nécessaire pour avoir le caillou. Et ce temps, le TCA, parce que c'est un temps de céphalie plus activateur, c'est lui, comme normalement, c'est ça l'exploration de TCA, c'est-à-dire que je vais mesurer le temps nécessaire pour avoir le caillou après activation, ce qu'on appelle la voie endogéno-intrinsèque de la coagulation in vitro dans le tube. D'accord? Et vous remarquez que par cette exploration, en fait, en général, avec ces deux étapes, on explore les protéines ou les facteurs de coagulation plasmatique de coagulation, le facteur 12, le facteur, la précalécréine, kinogène de poids moléculaire, le 11, le 9, le 8, le 10, le 5, le 8, le 2 et le fibrinogène. Presque la majorité des facteurs, ils sont explorés par ce test qui est le TCA. Et vous remarquez que pour activer la coagulation dans le tube, j'ai deux voies. La première voie exogène et la voie endogène. Et on peut dire que la coagulation, les deux voies, ils tracent un Y de coagulation. Il y a la voie exogène et la voie endogène. Et les deux voies, ils ont un tronc commun, des éléments communs entre eux, ce qu'on appelle les facteurs du tronc commun de la coagulation in vitro, qui sont le facteur 10 et le 5, le 2 et le fibrinogène. Ça, c'est le tronc commun. C'est-à-dire, si j'ai un problème au niveau de ces facteurs, soit le 5 ou sur l'un de ces facteurs au plus, j'aurai des conséquences sur les deux voies, parce que les deux voies, ils impliquent ces facteurs de tronc commun. Ça, d'une part. D'autre part, c'est pas, est-ce que vous avez remarqué qu'on n'a pas cité un facteur plasmatique de la coagulation qui joue un rôle primordial dans la coagulation physiologique et on n'a pas cité ici dans la coagulation in vitro. À votre avis, quel facteur on n'a pas encore cité? Plasmatique, je dis plasmatique parce qu'on a fait cette distinction, on a des facteurs plasmatiques et on a un facteur de coagulation qui n'est pas plasmatique, qui est le facteur tissulaire dans la physiologie, n'est-ce pas? Ici, est-ce qu'on a cité tous les facteurs plasmatiques de la coagulation? Je ne parle pas des inhibiteurs de la coagulation. Non, ici, on n'explore pas les inhibiteurs. Ce n'est pas des moyens pour explorer les inhibiteurs. Ici, le temps de Quick et le TCA, ce sont des explorations de la coagulation, des facteurs de coagulation. Ici, je n'ai pas cité un facteur de coagulation plasmatique et qu'on a déjà évoqué dans la physiologie que c'est un facteur qui joue un rôle primordial dans la coagulation. Lequel? Je crois parmi vous, ils ont la réponse. Alors, on n'a pas cité le facteur 13. Le facteur 13, on n'a pas cité dans ces explorations, dans ces voies d'activation in vitro de la coagulation. C'est pour ça le déficit en facteur 13, ça se manifeste par des manifestations hémorragiques, bien sûr, mais lorsqu'on va faire des explorations, on va avoir des bilans normaux. C'est-à-dire, si dans le contexte déficit de facteur facteur 13, si j'aurai le temps de Quick et le TCA, je vais trouver que ce sont des temps corrects. Alors, toujours ayez ce réflexe, si vous suspectez, alors si vous avez un syndrome hémorragique et vous suspectez qu'il y a un problème au niveau de la coagulation, et lorsque, d'une façon générale, il y a des exceptions, mais ça, c'est un réflexe que vous devez avoir, c'est que vous réalisez le temps de Quick et le TCA, vous le trouvez correct, pensez à un déficit au facteur 13
13. Et comment on peut confirmer ce diagnostic? Normalement, on a des tests de deuxième intention, c'est qu'on doit doser ce qu'on appelle l'activité du facteur 13, qu'on va trouver effondré si jamais on est dans ce contexte. D'accord? Alors, le temps lorsqu'on a un déficit en facteur 13, normalement, on aura des temps corrects de temps de Quick et de TCA. Autre chose, juste pour compléter la dépendance en vitamine K, aussi on a le TCA, il explore aussi 3 facteurs vitamine K dépendants. Alors en plus de 10, on a le 9 qui est aussi vitamine K dépendant. C'est-à-dire dans le cas de carence, de vitamine K, voire même un traitement à long cours de ZAVK, on aura aussi bien l'allongement de temps de Quick, mais aussi l'allongement de TCA, parce que le TCA aussi, bon, on a des facteurs qui sont explorés par cette voie et qui sont vitamino K dépendants. Pour le TCA, on a le 9, on a le 10 et on a le 2. Très bien. Alors, et c'est ça, bon, la voie endogène ou intrinsèque de la coagulation in vitro. Alors, comment on présente les résultats de TCA? Alors, s'il vous plaît, bon, TCA, bon, on va mesurer, c'est en secondes. Alors, pour interpréter le résultat de TCA, normalement, on doit rendre les résultats de cette exploration sous forme de rapport. Alors, c'est le rapport de quoi? Rapport entre TCA malade et TCA témoin. Normalement, les résultats doivent être rendus sous forme de rapport. Et normalement, chez les adultes, soit les hommes et les femmes, normalement, ce rapport, dans le contexte physiologique, doit être inférieur ou égal à 1,2. Un rapport qui est strictement supérieur à 1,2, ça correspond à un allongement de TCA. Un allongement de TCA qu'on doit explorer, qu'on doit dire pourquoi j'ai cet allongement de TCA. D'accord? Sachez que effectivement, bon, chez les adultes, s'il vous plaît, chez les adultes, chez l'âge pédiatrique, les nourrissons, les nouveau-nés, en fait, bon, on a des valeurs de rapport, c'est en fonction de l'âge, mais une fois adulte, on parle d'une seule valeur de ce rapport, c'est 1,2. Parce qu'un nouveau-né de 1 jour, on peut avoir ce rapport, il peut arriver jusqu'en 1,6 et c'est physiologique dans ce contexte. Mais pour les adultes, normalement, pour l'interprétation, le rapport doit être inférieur ou égal à 1,2. Et normalement, on fait l'interprétation par cette façon, c'est-à-dire on interprète le rapport. Donner le TCA comme ça, sans TCA, sans rapport, sans TCA, sans avoir donné le TCA témoin, normalement, on ne peut pas interpréter les résultats. Parce que le TCA, ce temps, il dépend beaucoup du type de l'activateur qu'on utilise. D'accord? Par exemple, le TCA mesuré par le kaolin pour un plasma, ça ne sera pas la même valeur si on utilise le même plasma avec un autre activateur, par exemple par la silice. D'accord? Et c'est pour ça, normalement, on doit donner le TCA sous forme de rapport. On n'interprète pas comme ça, d'une façon isolée, la valeur de TCA. On interprète en calculant ce rapport TCA malade sur TCA témoin. Et si on trouve que le TCA il est supérieur à 1,2, et on dit que le TCA il est allongé. Alors, si le temps de Quick il est utilisé pour le suivi biologique des AVK, normalement le TCA il est utilisé pour le suivi de l'héparine non fractionnée. Les héparines non fractionnées. Alors, l'héparine standard ou non fractionnée aussi, on utilise cette terminologie, c'est que
Normalement, c'est un anticoagulant injectable et lorsqu'on l'utilise dans le cas de soit de prévention de thrombose ou traitement curatif de thrombose, et en fait, pour évaluer l'efficacité du traitement, même gérer et contrôler ce médicament, la dose de du médicament, normalement, on le suit par le rapport TCA. D'accord? Juste, j'ajoute une autre chose, puisqu'on est toujours on est dans le domaine de l'hémostase. En fait, on le suit. Bon, il y a d'autres méthodes pour le suivi des TCA. En fait, il y a des méthodes plus spécifiques. C'est qu'en fait, on utilise l'activité inhibitrice du facteur 10 et du facteur 2 pour évaluer l'efficacité, mais aussi, on peut utiliser le TCA pour le suivi de l'héparine, mais aussi dans le suivi, normalement, si on traite par l'héparine non fractionnée, normalement, toujours par ce traitement, on fait une surveillance des plaquettes. Parce que ce médicament, l'héparine non fractionnée, il peut donner ce qu'on appelle la thrombopénie induite par l'héparine. Normalement, il donne une thrombopénie que si on ne la surveille pas, on ne la contrôle pas, il peut aggraver la situation ou le contexte clinique du patient. Si je résume, alors on a l'exploration de la coagulation, on a le temps de Quick, qui explore la coagulation in vitro, qui explore la coagulation exogène, par voie exogène de la coagulation in vitro, en explorant le 7, le 10, le 5, le 2 et le fibrinogène. Le TCA, il explore la coagulation, la voie de coagulation intrinsèque endogène de la coagulation, en explorant les facteurs de coagulation de phase contact qui sont 12, 11, précalicréine, kinonogène de repos moléculaire, le facteur 9, le 8, le 10, le 5 et le 2 et le fibrinogène. Le TCA, le temps de Quick, est exprimé soit en secondes, soit en pourcentage de TP, ou si le patient il est sous AVK, on l'exprime, on donne aussi le rapport de INR pour savoir est-ce qu'on est dans la fourchette thérapeutique ou non. Pour le TCA, les résultats sont exprimés par le rapport TCA malade sur TCA témoin, et pour les adultes, un TCA, le rapport doit être inférieur ou égal à 1,2. Un rapport strictement supérieur à 1,2, ça correspond à un allongement de TCA. Et le TCA, il est utilisé pour la surveillance de l'héparine non fractionnée, utilisé comme un anticoagulant. Voilà, c'est ça le bilan d'exploration de première intention de la coagulation. On peut ajouter à ces deux explorations, le TP ou le temps de Quick et le TCA, on peut aussi ajouter le dosage du fibrinogène. Alors le fibrinogène qui est aussi un acteur, c'est le facteur 1 de la coagulation, on peut aussi faire le dosage et comme ça, avec ces trois paramètres, on aura une idée globale, générale sur la coagulation. Et si jamais on trouve une anomalie ou un allongement de temps de Quick, on peut avancer l'exploration en dosant ce qu'on appelle le dosage des activités spécifiques de facteurs de coagulation. D'accord? J'espère que j'ai été clair et maintenant on va passer au slide. Merci.